Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez fascinant, je dois dire. Des notes personnelles titrées Incivilité terrénale août 2025. En gros, c'est le journal d'un résident de Nyon qui a noté jour après jour, ou plutôt nuit après nuit, ce qu'il observait autour d'un bar, le Terrénal. Et ça semble l'avoir, disons, pas mal perturbé. Donc, notre source, c'est ça, un témoignage brut, parfois très factuel, parfois très chargé en émotions. Notre but, essayer de décortiquer ce qu'il décrit, comprendre son ressenti et voir ce qui ressort de ce récit. Alors, allons-y. Oui, bonjour. Et c'est important de le souligner d'emblée, hein, on est vraiment dans le subjectif là. C'est le regard d'une personne, un témoin direct. Mais c'est ça qui est précieux en fait. Ça nous ouvre une petite fenêtre sur la vie d'un quartier, sur les tensions qui peuvent naître entre les activités nocturnes et puis les habitants qui veulent dormir. C'est une sorte de micro-regard sociologique si on veut. Et tout commence, si je lis bien, par une question d'horaire. L'auteur est très précis. Il note par exemple, le 2 août, il est 1h du matin et Terrénal est encore bien actif alors que les autres restos autour sont fermés depuis longtemps. Et ça, c'est une constante dans ces notes d'août. Il y a une description d'activité nocturne régulière, surtout en fin de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi soir. C'est souvent par là que ça commence, ces histoires de voisinage. Ah oui, très souvent. Le bruit, les horaires jugés, disons, décalés, excessifs, c'est le déclencheur classique dans les zones mixtes résidentielles et commerciales. Et ce que l'auteur souligne, cette régularité du mercredi au dimanche matin, c'est capital. Parce que c'est la répétition, en fait. Le fait de savoir que ça va recommencer. C'est ça qui transforme une simple gêne ponctuelle en véritable fardeau psychologique. L'accumulation, c'est vraiment un facteur clé d'exaspération. Oui, on sent que ça monte en puissance. Ce n'est plus juste « tiens, il y a du bruit ». L'auteur commence à noter des choses qui l'inquiètent vraiment. Le 24 août, par exemple. Il décrit des allées et venues entre ce bar Terrénal et un autre pub, le Fisherman's. Puis plus tard, retour à Terrénal, quelqu'un utilise une lampe de poche à l'intérieur, un autre qui fait le guet dehors. Et là, il l'écrit noir sur blanc. « Je suis déjà convaincu qu'il y a de la drogue en jeu ». Il entend aussi des conversations extrêmement étranges, voit arriver diverses personnes de partout. Ça prend une autre tournure quand même. Tout à fait. Le tableau devient plus sombre, plus suspect, disons. Il y a aussi cette voiture blanche, apparemment elle est connue dans le coin. Et l'auteur se pose la question, conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant. Et puis, le 28 août, un autre épisode marquant. Réveil en pleine nuit, 3h36. Le bruit des rebelles bruyants, comme il les appelle. Et détail intéressant, il voit sa voisine d'en face, une certaine Régie Burnier, elle aussi à sa fenêtre. Ça semble valider son impression, non? Ce n'est pas juste lui. Exactement. Le fait qu'un voisin observe la même chose au même moment, ça renforce son propre sentiment et ça montre que la perturbation est partagée, c'est collectif. Et là, il réitère sa conviction sur la drogue. Il essaye même de préciser « pas du cannabis », dit-il, parce que ça rendrait plutôt somnolent. C'est une tentative d'analyse de sa part. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et il ajoute ce détail très précis. Vers 1h du matin, quelqu'un frappe à la porte du bar, on ouvre, puis la porte claque. C'est une accumulation de petits faits. C'est tout à fait ça. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment de voir comment l'observateur assemble les pièces du puzzle. Il collecte des faits bruts, des gens qui vont et viennent, une lumière de lampe de poche, quelqu'un qui attend dehors, du bruit. Et à partir de ça, il construit un récit, une interprétation qui pour lui pointe clairement vers quelque chose d'illégal. On ne peut pas juger ici si ces soupçons sont fondés ou non, bien sûr, mais on voit très bien comment l'accumulation d'éléments ambigus, répétés, nourrit l'inquiétude et finit par forger une conviction. Et comme vous disiez, la voisine à la fenêtre, c'est un moment clé. Ça valide son expérience. Il n'est plus seul face à ça. Ça donne un poids collectif à la perturbation ressentie. Et cette tentative de distinguer le type de drogue, même si ça peut paraître un peu spéculatif, ça montre à quel point il essaye de comprendre, de rationaliser ce qu'il voit, de donner un sens précis à tout ça. Mais au-delà des suspens qui restent son interprétation, ce qui frappe aussi beaucoup dans ses notes, c'est l'impact très concret sur la vie quotidienne. Là, c'est plus de l'interprétation, c'est du vécu. Il décrit sa propre fatigue, ses nuits complètement hachées. Je le cite, « Je me suis finalement endormi, la fenêtre ouverte. À 3h36, je me suis réveillé à nouveau. » C'était puissant, rien qu'à lire. Oui, on imagine. Il parle aussi de cette voisine, Régie Burnier, qui selon lui aurait carrément changé son rythme. Elle ne dormirait qu'à partir de 2h du matin. C'est énorme comme adaptation forcée. Il mentionne d'autres voisins qui n'ouvrent même plus leurs volets.
Et cette phrase terrible, devoir s'habituer à dormir pendant la journée. On sent le désespoir là. C'est ça, ça illustre parfaitement l'impact physique et psychologique. Et c'est là que le ton change. Il devient vraiment sarcastique, presque, agressif dans son désespoir. Il écrit par exemple « Les gens doivent faire la fête. Tant pis pour ceux qui ont besoin de dormir. » Et il ajoute « Ils n'ont qu'à fermer leur gueule, fermer les fenêtres et les volets et payer leur loyer à temps. » C'est d'une amertume. Oui, c'est très fort. Et il y a cet autre pic très ironique sur la facilité de déménager. Si ces personnes ne s'accommodent pas de ce système, elles n'ont qu'à simplement chercher un autre logement. Il ajoute, comme nous le savons tous, les logements abordables sont bien sûr en surabondance. Là, nous sentons toute la frustration de quelqu'un qui se sent piégé, impuissant. Chronique, cette dégradation de la qualité de vie, est vécue comme une profonde injustice. Le sarcasme ici, c'est pas juste une figure de style, hein. C'est vraiment l'expression d'une colère rentrée, d'un immense sentiment d'impuissance face à quelque chose qu'il subit et contre lequel il a l'impression de ne rien pouvoir faire. On est au cœur des conflits d'usage de l'espace urbain. Comment on arbitre entre le droit de faire la fête, d'avoir une activité économique la nuit, et le droit fondamental des gens à se reposer chez eux. Et ce qui ressort très fort de ces notes, c'est ce sentiment d'abandon. L'impression que c'est à lui, à la victime de la nuisance, de prouver, de se plaindre, de supporter. Le fait de tout noter si précisément, ça devient presque un acte de résistance en soi. Oui, c'est ça. Et ce sentiment d'être abandonné, il le dirige très clairement vers les autorités. La critique elle est directe. Il affirme n'avoir jamais vu de patrouille de police dans ce quartier, sauf lorsqu'elle a été demandée par un habitant. C'est une accusation assez grave quand même. Oui. Il ironie sur le fait que l'ordre finalement repose sur les épaules de la population locale et bénévolement, bien sûr. Il y a cette idée très présente qu'il pense que les autorités sont au courant. Maintenant que l'on sait ce qui se passe ici, écrit-il, mais qu'elles choisissent de ne pas intervenir, de laisser les autres s'en occuper. C'est dur. C'est un sentiment très fort d'être laissé pour compte. Et il enfonce le clou sur l'absence de réponse quand il sollicite les autorités. Je cite encore, On ne reçoit jamais de réponse, sauf lorsqu'il s'agit de questions concernant la retraite. La comparaison est cinglante. Oui, ça montre bien le décalage perçu entre ces préoccupations immédiates et les réponses administratives. Et puis il y a cette phrase à la fin qui sonne presque comme un avertissement ou un défi. Et si vous pensez pouvoir me prendre pour un idiot, il va falloir vous lever plus tôt ou dormir un peu moins la nuit. On sent qu'il y a une rupture de confiance totale. Oui, effectivement. Et cette perception de l'inaction, ou du moins de l'inefficacité de l'action publique, c'est quelque chose de très courant dans ce genre de situation conflictuelle. Du point de vue du riverain qui subit ça nuit après nuit, l'absence d'une intervention visible, rapide, ou d'une solution concrète, c'est forcément vécu comme un manque de considération, voire un abandon. Après, il faut aussi voir l'autre côté, hein. Pour les autorités, intervenir efficacement, c'est compliqué. Il faut des preuves tangibles, souvent des flagrants délits, ce qui est difficile à constater pour des faits qui se passent la nuit, de manière parfois intermittente. Il y a aussi des questions de moyens, de priorités. L'équilibre juridique à trouver entre la liberté de commerce, la liberté individuelle et le droit à la tranquillité, c'est pas simple. Mais ce qui compte ici, c'est la perception de l'auteur. Et sa perception, c'est celle d'un manque de soutien flagrant. Ça nourrit sa frustration, son sentiment d'être ignoré, et ça peut mener soit au découragement, soit, comme ici, à une forme de protestation par l'écrit, par la documentation méticuleuse. C'est la voix de quelqu'un qui se sent non seulement dérangé, mais surtout pas entendu. Et tout ça, toute cette montée en tension, cette frustration accumulée, ces soupçons, cette fatigue, ça nous mène à une conclusion pour le moins percutante. La toute dernière phrase du document, elle est écrite en 3 langues d'ailleurs, c'est Ferme ta gueule et bonne nuit. Cierra la boca et buenas noches. Somos los rebeldes de Ñón. C'est waouh. C'est brutal, direct, ça laisse un peu sans voix. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une fin très très forte, ouais. Et l'interprétation n'est pas évidente, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est l'auteur qui, à bout de nerfs, explose et reprend à son compte le langage qu'il imagine être celui des perturbateurs, une sorte d'ironie très noire, très provocatrice? Vous voulez qu'on ferme nos gueules? Ok, voilà. Ou alors, est-ce qu'il faut le prendre autrement?
Est-ce une façon de dire que face à cette situation, face à l'indifférence perçue, face à cette injonction implicite de se taire et de supporter, eh bien les résidents, excédés comme lui, deviennent eux-mêmes des rebelles contre le bruit, contre l'inaction, contre le système qui permet ça, ceux qui refusent de fermer leur gueule et qui luttent pour leur droit au calme. Le mot rebelle, il est vraiment ambigu ici. Contre qui ou quoi cette rébellion? Contre les fêtards, contre l'indifférence des autorités, contre un certain ordre des choses. Cette fin ouverte, elle résume bien toute l'attention du document, je trouve. Donc si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu en explorant ces notes incivilité terrénale, on a ce récit très détaillé, presque obsessionnel par moments, de nuisances nocturnes à Nyon autour de ce bar. Ces observations nourrissent chez l'auteur des soupçons d'activité illégale, mais surtout elles montrent l'impact terrible sur la qualité de vie, sur la santé, le sommeil, le moral des riverains. Et enfin, il y a cette colère très forte qui s'exprime face à un sentiment d'impuissance et à ce qu'il perçoit comme une inaction totale des autorités. Au fond, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est un cri, ces notes. C'est un témoignage à l'état brut de la détresse que peuvent provoquer ces conflits de voisinage en ville. Ville, ou presque. Cette friction permanente entre le besoin de dynamisme, d'animation, de vie nocturne, et le besoin tout aussi fondamental de tranquillité, de pouvoir se reposer chez soi. Et au-delà de ce cas à Nyon, ça pose la question plus générale de savoir comment on écoute, comment on prend en compte la parole des habitants quand ils signalent les nuisances, comment ces alertes qui viennent du terrain sont intégrées ou pas dans la façon dont on gère la ville. Et pour terminer, peut-être une réflexion à emporter. Cette notion de rebelle dans la ville d'aujourd'hui. Qui est le vrai rebelle finalement ? Est-ce celui qui fait du bruit, qui dépasse les bornes au nom de la fête ou de son business? Ou est-ce que c'est celui qui, comme cet auteur, résiste à la perturbation, documente qu'il juge inacceptable, refuse de se taire et devient, à sa façon, un rebelle contre cet ordre établi de la nuisance qu'on finit parfois par accepter? C'est une question qui nous emmène bien au-delà de ces quelques pages de notes, effectivement. Et c'est sur cette interrogation qu'on va clore notre analyse du document Incivilité terrénale, août 2025.